يجب أن يستقيل في الساعات القادمة 20 أكتوبر الكريم. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Tamam Salam prépare une nouvelle feuille de route pour relancer les négociations pour la libération des militaires otages. Le Premier ministre exige des ravisseurs la garantie de ne plus exécuter de militaires. Après le parti Kataeb et le courant patriotique libre, le courant du futur s'exprime à son tour en faveur d'un échange de prisonniers islamistes pour obtenir la libération des militaires libanais. À l'ONU, les Palestiniens demandent la fin de l'occupation israélienne d'ici 2017. La résolution propose une solution à deux États et le retour aux frontières de 1967. Washington menace d'y opposer son veto. Et à suivre également dans ce journal, conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine devant plus d'1 millier de journalistes russes et étrangers. Le chef du Kremlin se dit confiant d'une reprise de la croissance économique dans un délai de 2 ans. Tamam Salam en a ras-le-bol de l'attitude de ses ministres, notamment en ce qui concerne le dossier des militaires enlevés. Le Premier ministre a critiqué les blocages à répétition. En effet, toute décision doit être prise à l'unanimité par les 24 ministres à cause de la vacance présidentielle qui dure depuis le 25 mai. Le chef du gouvernement est conscient du désordre qui règne au niveau de la gestion du dossier des militaires. Résultat, il prépare une nouvelle feuille de route pour les négociations. 25 soldats et agents des FSI sont retenus par les djihadistes du Front al-Nosra et du groupe État islamique depuis le mois d'août. 4 ont déjà été exécutés, dont 2 par décapitation. La feuille de route de Tamam Salam prévoit une garantie de la part des ravisseurs de ne plus exécuter d'otages et leur demande de définir clairement leurs revendications. Elle inclut également un appel aux médias et aux partis politiques de ne plus se mêler du dossier et de laisser les négociations au directeur de la Sûreté générale, le général Abbas Ibrahim. Le secrétaire général du courant du futur, Ahmed Hariri, a quant à lui affirmé aux proches des militaires que sa formation est en faveur d'un échange entre les prisonniers islamistes et les otages. Les familles ont entamé ces derniers jours une tournée auprès des leaders politiques pour obtenir de leur part une prise de position en faveur d'un échange. Le chef des Kataeb, Amin Jmaïel, a ainsi donné son accord de principe, de même que le chef du courant patriotique libre, Michel Aoun, qui a toutefois exigé qu'un échange respecte les lois libanaises. La vacance présidentielle au cœur de la rencontre entre l'ancien Premier ministre Najib Miati et le patriarche maronite Chararai Abkerke. Miati estime que le Liban aura un président, mais pas dans les jours ou les mois à venir, car l'élection va prendre du temps. Il faut attendre, selon lui, que la situation dans la région se stabilise. La dernière séance électorale a tourné court faute de quorum. La prochaine a été fixée au 7 janvier 2015. Présidentielle toujours et selon le quotidien Al-Akhbar, Michel Aoun se dit prêt à rencontrer son rival, le chef des forces libanaises, Samir Jarja, lui aussi candidat à la magistrature suprême. Le chef du CPL a affirmé être candidat, assurant qu'il ne donnera sa voix à personne. Il a invité son rival à se rendre à Rabier, une initiative accueillie favorablement par Samir Jarja. Michel Aoun a par ailleurs indiqué que la porte du dialogue avec le courant du futur est fermée, mais pas verrouillée. Il avait tenté d'obtenir le soutien de la formation de Saad Hariri à sa candidature, mais sans succès. Une communauté internationale quasi unanime dans son soutien à un État palestinien contre Israël et les États-Unis. Seul membre arabe du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la Jordanie qui a soumis hier le texte rédigé par les Palestiniens. Un texte qui propose un accord de paix global entre Israéliens et Palestiniens dans un délai de 12 mois après l'adoption de cette résolution. Les paramètres proposés sont le retrait de l'armée israélienne des zones occupées depuis 1967, l'indépendance d'un État palestinien viable et contigu et le partage de souveraineté sur Jérusalem. Mais la perspective d'un veto américain limite les chances d'aboutir à un accord. Washington estime que tout accord de paix doit être le résultat de tractations directes entre Israéliens et Palestiniens. Israël, de son côté, accepte le principe d'une solution à 2 États, mais refuse de considérer les frontières de 1967 comme une base de négociation pour un règlement définitif du conflit. Des djihadistes qui ont rejoint le groupe État islamique ont revendiqué l'assassinat en 2013 des opposants tunisiens Chokri Belaïd et Mohamed Brahimi.
Dans une vidéo postée sur Internet, c'est un djihadiste recherché par les autorités tunisiennes et qui se fait appeler Abou Moukratel qui avoue leur assassinat. Tunis l'accuse d'être impliqué dans les attaques contre les deux opposants en février et en juillet 2013. C'est la première fois que ces assassinats sont revendiqués. Dans un instant, nous ferons le point sur le dégel historique entre Cuba et les États-Unis. À tout de suite. Héroes a su patria este 17 de diciembre de 2014. Orgullosos de ustedes por la resistencia que mostraron, por el valor y el ejemplo que representa eso para todos, fueron las palabras expresadas por Raúl al recibir a los 3 héroes cubanos. En general estamos todavía emocionados, no sabe las palabras, pero la que sobra es gracias. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Enquête et manifestation de solidarité aux familles des victimes au Pakistan après l'attaque des talibans contre l'école de Peshawar. Attaque qui a fait mardi 148 morts, des enfants pour la plupart. Une équipe d'enquêteurs composée notamment de spécialistes de la police scientifique est arrivée ce jeudi sur les lieux. La veille, le chef de l'armée pakistanaise s'est rendu à Kaboul pour discuter avec le président afghan de la lutte contre les talibans. Le rapprochement historique entre les États-Unis et Cuba a été accueilli avec enthousiasme en Europe et en Amérique. Certaines restrictions vont pouvoir être levées, mais pas encore l'embargo instauré en 1962 par le président Kennedy. Le Congrès, dominé désormais par les républicains, risque de freiner le président américain Barack Obama. À Miami, où se trouve la principale communauté d'exilés cubains, le rapprochement historique entre Cuba et les États-Unis a été froidement accueilli. Beaucoup ici sont hostiles au régime castriste. La souffrance dure depuis longtemps. Le gouvernement mis en place il y a 50 ans est toujours le même. Rien n'a changé. La population est oppressée et n'a aucune liberté. Aucune négociation ne doit être entamée avant l'élection d'un nouveau gouvernement par le peuple. Les États-Unis sont une grande puissance. Ils doivent continuer à le montrer et resserrer la ceinture. Je crois qu'Obama est en train de baisser sa culotte. Mais il y a aussi ceux qui sont en faveur d'une amélioration des relations entre La Havane et Washington. Je pense que tout le monde devrait profiter de la situation, de ce changement de politique. Ce changement était nécessaire depuis longtemps. Cela a été un miracle, la libération d'Alan Gross. Les deux présidents ont été en mesure de discuter, de parler et ont fait un geste qui en dit long sur leurs intentions. C'est notamment le Vatican qui a servi de médiateur à ce réchauffement diplomatique. Un réchauffement qui intervient après la libération de 3 agents cubains par les États-Unis et celle d'Alan Gross, un Américain détenu à Cuba depuis 5 ans pour avoir introduit du matériel de transmission. Sa libération était, pour Washington, un préalable à toute détente avec le régime castriste. 55 ans d'histoire nous ont montré qu'un tel affrontement entrave la capacité de jugement. 2 erreurs ne font pas une vérité. J'espère vraiment que dorénavant, nous dépasserons cette politique de défiance mutuelle. J'ai été très heureux d'entendre ce que le président a dit. À La Havane, l'annonce de la normalisation prochaine des relations entre Cuba et les États-Unis a aussi été accueillie avec un certain enthousiasme. Un groupe de 200 étudiants environ a marché dans la capitale chantant les habituels slogans pro-gouvernement et se félicitant de l'ouverture de Raúl Castro. Je pense qu'il est dans l'intérêt de Cuba. Cuba souhaite commercer avec les États-Unis. Je ne pense pas que Cuba voit un avantage d'être un adversaire des États-Unis. Peut-être que cela a été le cas à un moment donné, mais plus maintenant, certainement. En toile de fond, il y a le marché économique cubain, qui, aujourd'hui, dépend très largement de l'État, mais que les entreprises américaines souhaiteraient investir à terme. D'après un expert à Washington, le dégel des relations entre les deux pays pourrait ouvrir entre 5 et 10 milliards de dollars d'investissement pour les entreprises américaines à Cuba.
Autre perspective, la levée des restrictions pour ceux qui veulent circuler entre les deux pays. Beaucoup espèrent que l'embargo instauré par Washington en 1962 sera levé. Le sera-t-il? C'est aux parlementaires américains qu'il appartient de le décider. Obama va devoir convaincre ses adversaires républicains et un certain nombre d'exilés cubains du bien fondé de sa démarche. Attendu et réclamé depuis des décennies par l'ensemble de l'Amérique latine, le dégel des relations entre les États-Unis et Cuba a été accueilli avec joie par les présidents du Mercosur, dont le sommet se tenait hier à Paraná, en Argentine. Hay que reconocer el gesto del presidente Barack Obama, un gesto. Nous sommes très heureux. Il faut saluer le geste du président Barack Obama, un geste courageux et nécessaire dans l'histoire. Il s'agit peut-être de l'initiative la plus importante de sa présidence. Je crois que c'est un moment qui marque un changement dans la civilisation, qui montre qu'il est possible de rétablir des relations interrompues depuis de nombreuses années. À des milliers de kilomètres de là, la Chine, qui accorde une importante aide économique à Cuba, a souligné qu'elle saluait et soutenait cette normalisation des relations américano-cubaines, tout en espérant que l'embargo économique soit levé le plus tôt possible. Un embargo condamné par l'Assemblée générale des Nations unies plus d'une vingtaine de fois, car décrété à une époque où la majorité de la population cubaine actuelle n'était pas née. Lors de sa conférence de presse annuelle ce jeudi, Vladimir Poutine a, comme le veut la tradition, dressé le bilan de l'année en donnant des chiffres sur le chômage et en faisant le point notamment sur le secteur de l'agriculture et celui de l'armée. Il a poursuivi l'exercice en jonglant avec les quelques 1300 journalistes russes et étrangers présents au rendez-vous organisé au Centre de commerce international de Moscou. Silencieux depuis le début de la crise monétaire qui frappe de plein fouet la Russie, Vladimir Poutine était donc très attendu sur le sujet. Le président russe a estimé que son pays, qui traverse sa plus sévère crise monétaire depuis 1998, renouerait avec la croissance dans 2 ans tout au plus. Il estime qu'une sortie de crise est inévitable, d'abord parce que l'économie mondiale continue de croître. Autre sujet brûlant, l'Ukraine. Le chef du Kremlin ne s'est pas démonté. Il a dénoncé l'opération punitive lancée selon lui par Kiev contre les rebelles pro-russes dans l'Est. Après une série de paris inhabituels, l'entreprise de bookmaker britannique Coral a suspendu les mises concernant une éventuelle abdication de la reine Elisabeth. C'est en tout cas ce qu'a révélé le site du quotidien Télégraphe. Des paris qui ont immédiatement fait sonner les sonnettes d'alarme du bookmaker. Selon la tradition, la reine doit s'exprimer dans une allocution télévisée le jour de Noël. La cote pour sa démission lors de son discours est de 10 à 1. Ce discours étant préenregistré par la BBC. Le bookmaker soupçonne qu'une personne a décidé de parier en toute connaissance de cause. Le Télégraphe cite des sources proches de la reine qui démentent les rumeurs. Ce n'est pas la première fois que de tels paris obligent Coral à réagir. Ce fut déjà le cas en janvier dernier, après l'annonce que le prince Charles allait prendre plus de responsabilités en 2014. Un siècle après le début de la Première Guerre mondiale, soldats britanniques et allemands rejouent le match de foot qu'ils auraient joué durant la trêve de Noël de 1914. Un match qui s'inscrit dans le cadre des célébrations du centenaire de la Grande Guerre. Il y a 100 ans, c'est à Saint-Yvon, en Belgique, non loin de la frontière française, que soldats allemands et britanniques avaient cessé les hostilités alors que les combats sanglants duraient depuis des mois. Ils avaient quitté leurs tranchées pour disputer un match de foot qui, pour l'anecdote, avait été remporté 3-2 par les Allemands. Hier, la Grande-Bretagne a pris sa revanche de 1914 en s'imposant 1-0. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Tamam Salam prépare une nouvelle feuille de route pour relancer les négociations pour la libération des militaires. Le Premier ministre exige des ravisseurs la garantie de ne plus exécuter d'otages. Après le parti Kataeb et le courant patriotique libre, le courant du futur s'exprime à son tour en faveur d'un échange de prisonniers islamistes pour obtenir la libération des militaires libanais. À l'ONU, les Palestiniens demandent la fin de l'occupation israélienne d'ici 2017. La résolution propose une solution à 2 États et le retour aux frontières de 1967. Washington menace d'y opposer son veto. Et puis, conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine devant plus d'1 millier de journalistes russes et étrangers. Le chef du Kremlin se dit confiant d'une reprise de la croissance économique dans un délai de 2 ans. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.
يجب أن يستقيل في الساعات القادمة 20 أكتوبر الكريم.